Le choix d'un mode de production, dirigé vers les stocks ou tiré par les commandes, a des implications financières souvent lourdes, tant au niveau du résultat que de la trésorerie. Bien modéliser les conséquences les plus importantes est alors indispensable. C'est à cette question que nous nous proposons d'apporter une réponse à partir d'un exemple développé dans notre ouvrage Finance, une approche responsable, paru aux éditions Economica. Voyons d'abord de quel problème il s'agit. La société ITAB, voir chapitre 7 de notre ouvrage, fabrique des tableaux électriques. Sa direction envisage de passer d'une production pour stock à une production à la commande. Dans le premier cas, pour servir les clients, un stock de 3 mois est maintenu. Si l'article n'est pas disponible, la vente est perdue. La production est engagée en fonction d'une prévision des commandes. Dans le second cas, les clients doivent passer leurs commandes et ils sont servis dans un délai d'un demi-mois environ. Ils règlent une avance de 20% pour répondre rapidement. Une partie des opérations de montage est anticipée par ITAB. Dans le cadre de la production pour stock, l'entreprise doit prévoir les commandes. En fonction de ces prévisions, elle engage un programme de production et maintient un stock suffisamment abondant pour répondre aux commandes des clients. Si l'article demandé est disponible, la commande est immédiatement honorée. Sinon, elle est définitivement perdue. Le système permet d'optimiser la production, mais il a plusieurs inconvénients. Un pourcentage non négligeable de commandes ne sont pas servies. Une partie de la production n'est pas vendue et est source de gaspillage. Enfin, il faut financer des stocks importants. Dans le cas d'ITAB, les prévisions de commandes ont été établies pour les 2 années à venir sur la base d'une progression de 8% par rapport aux dernières années connues. L'entreprise détient des stocks de produits finis représentant 3 mois d'activité. La durée de fabrication impose des stocks d'encours de 1 mois et demi. Enfin, un stock de composants de base de 2 mois est maintenu. L'expérience a montré qu'environ 15% des commandes reçues ne pouvaient pas être servies avec les produits en stock. L'entreprise en tient compte dans ses prévisions de vente pour 2016, soit 1102. Enfin, une partie de la production ne peut pas être vendue. Les articles recyclés perdent alors 80% de leur valeur et occasionnent des pertes importantes, 101 en 2016. Dans le cadre d'une nouvelle organisation de la production, l'entreprise se contente de préassembler des parties des tableaux, ce qui est désigné par phase 1. Elle n'engage la production définitive qu'à la réception des commandes. Elle peut alors produire ce qui correspond aux exigences du client. Moins de commandes sont perdues. Le gaspillage est réduit et les stocks sont moins importants. La contrepartie est que le client doit attendre un demi-mois supplémentaire pour être livré, durée de la finalisation du produit. L'optimisation de la production est également moindre, mais l'entreprise peut aussi exiger des avances de ses clients au moment de la commande. Dans le cas d'ITAB, pour une demande prévue des clients équivalente, progression de 8% par an, seulement 3% des commandes ne seront pas servies dans ce nouveau dispositif. Les ventes prévisionnelles seront donc plus élevées, 1254 en 2016. Par ailleurs, les stocks sont moins importants, 1 mois de produits préassemblés et 1 mois de produits en cours. Enfin, les pertes sur les produits semi-finis non utilisés ne sont que de 8 en 2016. Le gaspillage est donc réduit.
Il est possible de traduire maintenant toutes ces hypothèses sous la forme de prévisions financières. Nous pourrons alors juger de l'impact d'un changement de mode de production, à la fois sur le résultat et sur la trésorerie de l'entreprise. Nous allons détailler, dans ce qui suit, les éléments principaux d'un modèle développé sur une page Excel et qui est par ailleurs disponible sur notre page Facebook. Voyons le premier cas de la production pour stock. La prévision de la production réalisée, 1335, est fonction de la prévision d'activité, 1296, et de la variation des stocks, 324 à 350 et 162 à 175. Ces derniers sont estimés à partir de l'activité attendue en 2017, 1400, et des durées retenues, 3 et 1 mois et demi respectivement. Les coûts d'assemblage et la consommation de composants sont proportionnels à la production réalisée, soit 1335. Le stock de composants, 89, représente 2 mois de consommation. Les achats, 541, sont égaux à la consommation augmentée de la variation des stocks. Enfin, les dépenses définitivement engagées sont égales aux coûts 334 et 534 multipliés par 1 moins le taux de vente perdu 15%, lui-même multiplié par le coefficient de récupération 20%. L'exercice de la prévision continue avec l'estimation des commandes satisfaites. 1102 est le produit des commandes reçues, 1296, et de 1-15% le taux attendu de commandes non servies. Le surstockage inutile, 126, est estimé à partir des coûts engagés de 334 et 534, diminués de la part affectée à la production vendue, c'est-à-dire production diminuée de la variation des stocks. Le coût des ventes, 717, est égal aux ventes, 1102, multiplié par les pourcentages de coûts. La perte sur stock inutile, 101, est fonction de ces stocks, 126, et du taux de récupération, 20%. Le coût des ventes, 818, est la somme de 717 et 101. Il permet de calculer un ratio de prix de revient, 74,2%, indispensable pour valoriser les stocks de produits finis, 260. Dans le cas de la production pour commande, les stocks de produits semi-finis d'1 mois sont prévus en fin de phase 1, soit 108. La durée de préassemblage étant également d'1 mois, les stocks d'encours sont aussi de 108. La production prévue, 1312, est égale aux ventes augmentées de la variation des stocks. Les coûts d'assemblage, 131, sont proportionnels à la production, 10%, comme les consommations de composants, 20%, soit 262. Notons qu'il n'est pas prévu de stock de composants dans cette solution. Au terme de la phase 1, l'entreprise aura engagé irrévocablement 393 de dépenses. Les commandes satisfaites, 1257, sont égales aux commandes diminuées de 3%. Les coûts d'assemblage, 245, tiennent compte d'un surcoût de 30%. Les achats, 251, sont proportionnels aux commandes, 20%. Le surstockage, inutile, 13, est égal aux produits semi-finis qui ne seront pas utilisés directement et génèrent une perte de 9 dans la mesure où seulement 30% de leur valeur peut être récupérée. Le coût des ventes s'élève à 884 plus 9,
soit 893, ou encore 71% du prix de vente. Les dépenses engagées durant la phase 2 s'élèvent à 496. L'entreprise a donc pu retarder cet engagement jusqu'au moment où les commandes sont devenues fermes. Clairement, même s'il entraîne des surcoûts dans la deuxième phase d'assemblage, plus 30%, le mode de production à la commande s'avère ici plus rentable. Il permet de réaliser des ventes plus élevées et de diminuer les gaspillages. Le résultat net augmente de près de 50% et le ratio par rapport aux ventes passe de 11,2% à 14,8%. Le mode de production tiré par les commandes a un deuxième avantage. Il permet de réduire très sensiblement les stocks, 96 au lieu de 479. Par ailleurs, vu le système des avances clients, la position client passe de 184 à 167-10 d'avance. Tout ceci se traduit par des besoins en fonds de roulement bien plus faibles, 167 au lieu de 573. En diminuant les capitaux investis, l'entreprise améliore sensiblement sa rentabilité. 185 de résultats nets pour 761 de fonds propres, au lieu de 123 pour 1071. Enfin, dernière conséquence favorable. Comme l'entreprise réalise plus de ventes, dégage plus de profits et immobilise moins de besoins en fonds de roulement, les opérations dégagent au total beaucoup plus de trésorerie. L'effet est ici très sensible, puisque les flux liés aux opérations sont de 254 au lieu de 158. La solution production à la commande s'avère donc ici la plus favorable au plan financier. Meilleure rentabilité, meilleure liquidité et moins de besoins en capitaux. Cet outil simple de simulation permet d'éclairer efficacement les choix en question. Pour approfondir cette question, et plus généralement pour traiter de l'intérêt des techniques de modélisation financière, nous vous invitons à vous reporter au chapitre 7 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica, ou encore à consulter notre page Facebook.